Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage pour notre émission Politique à la ferme. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Maréchal. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes députée européenne, bien sûr. On va parler d'Europe tout d'abord. J'ai l'impression que depuis des années, on nous parle de clauses miroirs, enfin tous les éleveurs, les politiques, etc. mettent toujours en avant ces clauses miroirs et pourtant, on a l'impression qu'elles ne seront jamais votées et que les accords internationaux vont être ratifiés. Pourquoi? Où est le problème? Vous savez, c'est le phénomène, à certains égards, du paquebot qui est lancé et qui, par la force de l'inertie, finalement, ne peut pas changer de trajectoire très facilement. C'est-à-dire qu'en fait, on paye aujourd'hui un système idéologique qui, depuis 40 ans, s'avançait vers l'Europe, finalement, et en particulier la France, évidemment. Ce sera un grand musée, ce sera un pays de tourisme, ce sera de la très haute valeur ajoutée et ce sera un jardin bio. Voilà, pour faire simple. Et de ce point de vue-là, tout a été mis en place au niveau national et au niveau européen pour tendre vers cela. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une forme de bureaucratie qui s'alimente elle-même et qui n'arrive pas à corriger sa trajectoire. Le politique, à certains égards, est presque dépassé par cela. Je vais faire un parallèle un peu audacieux, mais on a vécu un certain nombre de drames liés à la question migratoire ces derniers jours et ces dernières semaines. Et là, c'est de la même manière, on a l'impression que le politique est devenu impuissant. Et on est un peu face au même phénomène, c'est-à-dire sur la surréglementation, sur la surfiscalité. Le politique, à certains égards, est débordé par sa propre administration et n'arrive plus à corriger le tir. Et en ce qui concerne les traités de libre-échange, ce qui est vrai, c'est que les clauses miroirs, disons-le, même si la logique est tout à fait cohérente, sont inapplicables. Parce que quand bien même il y aurait, ce qui est déjà un premier pas, des clauses miroirs dans les traités de libre-échange, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple le traité de libre-échange avec le Canada n'a pas de clause miroir, en réalité, c'est éminemment compliqué à contrôler. Voilà, parce que ce sont évidemment les pays avec lesquels on échange qui sont en charge de ce contrôle et qui ne garantissent pas de les faire. Donc pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est d'acter qu'il y a une exception agricole qui inclut de sortir les domaines agricoles de ces éventuels traités commerciaux plus favorables ou de libre-échange. Et donc la seule solution est d'avoir aujourd'hui un moratoire, c'est ce à quoi nous nous battons au Parlement européen, pour faire un état des lieux coûts-bénéfices des différents traités en place et pouvoir les dénoncer ou les remettre en cause. Et là où c'est un drame, c'est que tout cela est doublé avec un affaiblissement majeur de la voix de la France, qui s'était engagé à travers Emmanuel Macron, souvenez-vous, à ce que les négociations du traité de libre-échange avec le Mercosur ne se poursuivent pas. Et on apprend par la voix d'Ursula von der Leyen qu'en réalité, la plupart des pays ont permis que ces négociations continuent. Donc en fait, la fuite en avant, malheureusement, se perpétue malgré toutes les grandes déclarations de l'autonomie alimentaire ou de la souveraineté européenne. Donc c'est-à-dire que même dans la nouvelle configuration du Parlement, compte tenu du poids de la Commission, il y a peu de raisons d'être optimiste. Le problème, c'est que pour le coup, la politique commerciale extérieure est une compétence de la Commission, donc c'est elle qui est à l'initiative. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'un grand nombre aujourd'hui de pays européens ne sont pas alignés avec les intérêts de la France sur ces questions et continuent de voir un intérêt plus important à ouvrir les marchés plutôt qu'à rester dans une logique de protection. Donc ça, c'est un premier effet. Et c'est vrai qu'en revanche, là où on peut être un peu plus optimiste, c'est que la nouvelle configuration du Parlement européen, qui a vu l'affaiblissement des groupes écologistes et d'ultra-gauche et un renforcement d'un certain nombre de groupes de droite, il est tout à fait envisageable que nous puissions nous opposer à un certain nombre de législations prévues dans le cadre du fameux pacte vert et donc faire en sorte que toutes les réglementations qui étaient prévues dans le calendrier soient empêchées et qu'on puisse amoindrir celles qui ont déjà été votées. Donc c'est quand même pour le coup un levier d'optimisme parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, en particulier après la crise ukrainienne, de la nécessité finalement de ne pas se perdre dans l'idéologie et de l'idéologie de la décroissance qui nous rend d'autant plus dépendants de l'étranger. Si on fait un focus, on resserre un petit peu l'angle au niveau national. Il y a eu les manifestations sur les autoroutes au mois de janvier. Il y a eu l'obtention des espoirs d'avoir un certain nombre de mesures, simplification, etc. Il y a eu la dissolution. Et aujourd'hui, il y a un peu un retour à la case départ pour les agriculteurs. On a des raisons d'être optimistes ? Ah oui, vous avez raison, puisqu'à l'issue de cette crise et ces manifestations, il y a près de 70 promesses qui ont été faites par le gouvernement. Et à l'heure où je vous parle, pas une qui n'a été tenue, puisqu'on avait parlé de la sanctuarisation de l'avantage fiscal, par exemple sur le GNR. Or, on sait que ça n'est qu'un report.
Malheureusement, vous souvenez-vous, hein, sur les quotas laitiers, on a aussi reporté 5 fois et ça a fini par être adopté. Donc le report n'est pas forcément très rassurant. On nous avait promis moins de contrôle. De fait, les témoignages démontrent qu'ils sont toujours aussi nombreux et aussi zélés. On avait promis un meilleur accompagnement. La BPI n'a pas aujourd'hui accompagné un seul projet. On avait promis de s'opposer au Mercosur, au traité de libre-échange, et les négociations continuent. Donc c'est vrai que de fait, il y a aujourd'hui une rupture, j'ai envie de dire, entre le monde agricole et le monde politique, parce qu'ils ont le sentiment, et à juste titre, que de ministre en ministre, les constats sont faits, les promesses se répètent et que les actes ne suivent pas. Je ne vais pas feindre avec vous l'optimisme en ce qui se concerne ce gouvernement, déjà parce que je considère qu'il est quand même dans la filiation centriste de ceux qui ont précédé. Donc j'ai du mal à imaginer qu'ils révolutionnent ce qu'ils ont contribué à mettre en place, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes face à un gouvernement, regardons ça aussi en cela, qui est provisoire et transitoire. On sait déjà la complexité de changer les choses quand on a 5 ans devant soi. Quand on a a priori quelques mois, je crains malheureusement que les agriculteurs ne doivent pas trop en attendre de ce point de vue-là. Même si on pourrait, sans même passer par la voie législative, d'ores et déjà, on en parlait par exemple sur les consignes qui sont données dans les contrôles, faire passer un certain nombre de facilités. De ce point de vue-là, on aurait quelques marges de manœuvre. Moi, je crois, pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse, mais je crois malheureusement qu'en ce qui concerne l'élevage et l'agriculture, la seule solution sera une vraie alternance politique. Cela dit, on doit trouver 60 milliards d'euros, vous le savez, pour combler les trous ou les gouffres du budget. Cela dit, la configuration politique a changé et vous avez du poids. Oui, de fait, aujourd'hui, le camp national au sens large influe de plus en plus et j'espère que la position que nous avons aujourd'hui au Parlement français notamment permettra de mettre une certaine pression pour que notamment sur la question du budget par exemple et sur la fiscalité du GNR, un certain nombre de choses soient obtenues puisque ce gouvernement ne peut tenir que s'il n'est pas censuré en l'occurrence par les différents groupes du camp national. Donc ça c'est une opportunité pour nous, mais ce que je veux dire c'est que les marges de manœuvre sont malheureusement relativement réduites sur le plan politique dans les mois à venir. Alors pour finir, on va voir quelques sujets un peu d'actualité. Lactalis, vous en avez entendu parler, il veut réduire de 8% donc la collecte, ce qui met beaucoup d'exploitations en péril, parce que si on collecte moins, ça va être compliqué pour les éleveurs. Comment vous réagissez ? Oui, mais c'est une accumulation de phénomènes qui font que nous sommes face, en particulier dans l'élevage, à une hécatombe silencieuse. C'est ça qui est dramatique, c'est que on nous rabâche les oreilles toute la journée avec la nécessité de développer les pans stratégiques de notre économie et de gagner en autonomie. Or, en 10 ans, entre 2010 et 2020, on a 30% de l'élevage qui a disparu. Et les importations, je ne vous l'apprends pas, qui ont explosé l'année dernière. Mais ce qui me frustre, si vous voulez, quand j'entends aujourd'hui les solutions politiques, c'est qu'on ne parle systématiquement que d'aide supplémentaire, là où les agriculteurs appellent simplement à pouvoir vivre de leur travail, donc à dégager un revenu plus important. Donc est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question de baisser finalement les coûts de production en s'attardant sur les questions de la fiscalité ou du coup par exemple de la transmission des exploitations agricoles, sur le coût, on en a parlé rapidement, de la surréglementation, qui sont aujourd'hui des leviers d'action qu'on a au niveau national et qui sont autorisés par l'Europe. On sait également qu'en France, on surtranspose le droit européen là où la plupart des pays se contentent à minima, donc on aggrave encore même la difficulté de la concurrence au sein même des frontières européennes. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement désespérant à voir qu'il y a malheureusement des solutions assez simples à mettre en place, ou plutôt heureusement des solutions assez simples à mettre en place, et qui ne sont jamais envisagées par le politique, parce que le premier réflexe dans le pays de socialisme mental dans lequel on évolue, c'est d'abord d'avoir un État qui va faire l'aumône auprès des agriculteurs. Alors, vous l'avez dit, des espoirs. Effectivement, quand je rencontre des agriculteurs dans les allées, quelque part, ils ne croient plus dans le politique, au sens large. Il y a un manque de confiance. Je le comprends et à certains égards, bien que je sois une politique moi-même, je le partage. Parce que ce qui est vrai, c'est que cette hécatombe silencieuse dont je vous parlais, c'est une hécatombe qui a été organisée, qui a été programmée à certains égards. Alors vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, c'est toujours la même chose. Je ne peux pas dire que les gens ont eu sciemment l'envie de détruire l'agriculture française, mais tout ça quand même est le résultat de choix politiques très précis et très concrets. Et disons-le aussi, en effet, d'une certaine idéologie complètement déconnectée du terrain. On l'a vu à travers la question du bio. Moi, je n'ai évidemment rien contre le fait que le bio puisse exister dans les différents marchés agricoles, mais cette espèce de volonté d'imposer au forceps la conversion d'exploitation vers le bio, alors qu'aujourd'hui le bio est dans une crise terrible,
Et que malgré cela, eh bien, la politique agricole commune vise encore qu'il y ait 25% d'exploitation bio d'ici 2030. Ce qui est complètement, si vous voulez, déconnecté des réalités du terrain. Donc à un moment donné, il faut que l'État comprenne que nous ne sommes pas en URSS, voilà, qu'on ne crée pas des marchés artificiellement, qu'on ne peut pas convertir des économies artificiellement, qu'il faut derrière qu'il y ait des acheteurs et des consommateurs. Et malheureusement, on n'est encore pas totalement sorti de cette naïveté. J'espère et je crois d'abord que la solution, elle passera par une nouvelle génération politique. Voilà. Je ne crois pas que ce sont les mêmes qui ont conduit à la catastrophe qui pourront nous en sortir. Marion Maréchal, merci beaucoup Merci et puis bonne visite dans ce salon. Merci beaucoup. Elle sera très bonne, j'en suis sûre. Merci à vous.